À 2 hept, un mardi matin, l'écran de mon téléphone s'est illuminé avec un message qui a détruit 23 ans de mariage en moins de 15 mots. Il ne venait pas d'un inconnu. Il ne venait pas d'un escroc. Il venait de mon mari. Je me suis enfuie avec ta meilleure amie. Nous ne reviendrons jamais. Il y avait une photo en pièces jointes. Ils se tenaient tous les deux pieds nus sur une plage de Bora, des coupes de champagne levées vers l'objectif comme s'ils venaient de gagner au loto. Mon mari souriait d'un sourire plus large que ce que j'avais pu voir depuis des années. Ma meilleure amie s'appuyait contre lui, portant le collier que je lui avais offert pour son 45 anniversaire. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai répondu avec seulement 2 mots. Bonne chance. Ensuite, j'ai annulé toutes mes cartes. J'ai fait changer toutes les serrures. Et je suis allée me coucher en silence. Le lendemain matin, les premières personnes à frapper à ma porte d'entrée n'étaient ni mon mari, ni mon ancienne meilleure amie. C'était la police. Je m'appelle Soline Delacroix. J'ai 45 ans et jusqu'à ce mardi-là, je croyais comprendre exactement à quoi ressemblait ma vie. Je travaillais comme experte comptable pour une entreprise régionale de logistique en périphérie de Bordeaux. Mes journées tournaient autour des tableurs, des bilans trimestriels et de l'aide apportée aux propriétaires de petites entreprises pour démêler leurs désastres financiers. Les chiffres mentaient rarement. Les gens, si. Ironiquement, j'avais oublié cette dernière leçon au sein même de mon propre foyer. Notre maison en pierre de taille se trouvait au fond d'une impasse tranquille, bordée de platanes qui prenaient de brillantes teintes orangées chaque automne. Les enfants faisaient du vélo le soir. Les voisins se faisaient coucou, promenant leurs chiens. Ce n'était pas un quartier huppé, mais il était paisible. Et chaque mensualité du prêt avait été payée à l'heure parce que j'insistais pour planifier nos finances avec minutie. La maison m'appartenait légalement. La plupart des gens l'ignoraient. Quand Cyprien et moi nous sommes mariés 23 ans plus tôt, ma grand-mère m'avait aidé à acheter la propriété avant le mariage. Plus tard, Cyprien a emménagé après nos noces. Nous avons fait des travaux de rénovation ensemble. Nous avons construit des souvenirs ensemble. Mais légalement, l'acte de propriété n'avait jamais changé de nom, pas plus que les comptes d'investissement que mon père m'avait laissés après son décès. Ces décisions n'avaient jamais eu d'importance auparavant jusqu'à ce qu'elles aient plus d'importance que tout le reste. Cyprien Delacroix avait 48 ans. Il était charmant quand il le voulait, assez drôle pour se faire apprécier de toute une assemblée et assez persuasif pour convaincre les gens que chaque revers n'était que temporaire. Il possédait une petite entreprise de bâtiment qui avait bien fonctionné pendant des années avant que les chantiers ne commencent à se tarir. Chaque fois que l'argent venait manquer, je couvrais la différence. Je me disais que c'était ça, le mariage. On se soutenait mutuellement. Du moins, c'est ce que je croyais. Maëlys Leroy était ma plus proche amie depuis l'université. Nous avions survécu ensemble à des appartements insalubres, des professeurs impossibles, des chagrins d'amour, des mariages, des fausses couches, des promotions, des hauts enterrements, des anniversaires et à tous les mardis ordinaires entre tout ça. Elle connaissait chaque secret que j'avais un jour osé confier à un autre être humain. Quand Cyprien oubliait notre anniversaire de mariage, Maëlys le lui rappelait. Quand j'étais submergée de travail, Maëlys m'apportait à dîner. Quand ma mère est morte, Maëlys est restée dans ma chambre d'amis pendant près d'une semaine.
Elle n'était pas seulement de la famille. Je me sentais plus en sécurité avec elle qu'avec ma propre famille, ce qui expliquait pour photographie de Bora Bora m'a blessé plus que je n'aurais jamais cru possible. J'ai fixé l'image pendant près d'1 minute après avoir répondu. Pas parce que j'espérais que ce n'était pas réel, mais parce que je remarquais des détails. Le bracelet de l'autel autour du poignet de Cyprien, les lunettes de soleil de poignet de créateur que portait Maëlys, l'océan turquoise derrière eux, le champagne. Rien de tout cela n'avait été payé avec leur argent. C'était impossible. Je savais exactement combien il restait sur le compte professionnel de Cyprien. Je savais exactement quelle carte de crédit ils avaient sur eux. Je savais aussi quelle carte était rattachée à mes propres comptes. Cette réalisation s'est abattue sur moi comme une pluie glaciale. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 cartes de paiement secondaires sont apparues sous mon compte principal. La mienne, celle de Cyprien, la carte de Bon Secours de Maëlys. Des années plus tôt, Maëlys m'en avait emprunté une lors d'un voyage à l'étranger après s'être fait voler son portefeuille. Elle me l'avait finalement rendue, mais j'avais oublié de révoquer son autorisation car elle ne l'avait jamais réutilisée. Ou du moins c'est ce que je pensais. J'ai ouvert l'historique des transactions. Hôtel Riviera Bora Bora, restauration de complexe, de luxe, location de yachts privés, boutique de créateurs, spa, des milliers d'euros, débit après débit après débit. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Au contraire, il a ralenti. Cela m'a effrayé, bien plus que la panique ne l'aurait fait. Car lorsque je devenais complètement calme, je prenais généralement des décisions irrévocables. J'ai appelé le service client de la carte bancaire. « Bonsoir », a répondu joyeusement la conseillère. « J'ai besoin d'annuler immédiatement toutes les cartes secondaires. Puis-je vous en demander la raison ? Parce que les utilisateurs autorisés n'ont plus mon autorisation. » Elle a traité la demande en moins de 5 minutes. Chaque carte est devenue inutilisable. Ensuite, ce fut le tour de la banque en ligne, des mots de passe, des questions de sécurité, de l'authentification à double facteur, des autorisations de virement. J'ai tout changé. Ensuite, j'ai cherché un serrurier ouvert 24 ais. 24. Le standardiste a eu l'air surpris. Vous avez besoin que toutes les serrures soient changées cette nuit, chacune d'entre elles. 1 heure plus tard, une camionnette grise s'est garée dans mon allée. Le serrurier avait probablement la soixantaine, les yeux fatigués et les mains rugueuses. Il a regardé la maison, puis moi. « Tout va. Bien, madame ?»« Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. » Il n'a posé aucune autre question. Pendant près de 2 heures, le bruit des perceuses a résonné dans mon quartier paisible. Porte d'entrée, accès au garage, baie vitrée du patio, entrée du sous-sol. Chaque ancienne serrure a disparu dans un seau à côté de sa camionnette. Chaque nouvelle clé a atterri au creux de ma main. Quand il a terminé, il m'a tendu 3 jeux de copies. Vous en voulez d'autres en supplément ? Non. Vous êtes sûr ? Je ne pense pas que je ferai confiance à beaucoup de monde après ce soir. Il a hoché la tête avec le genre de compréhension qui ne vient qu'à quelqu'un qui a vu trop de mariages se terminer. Après son départ, j'ai marché à travers la maison silencieuse. Rien ne semblait différent. Les photographies étaient toujours sur les murs. Le fauteuil de lecture de Cyprien trônait toujours à côté de la cheminée. Le mug préféré de
Maëlys était toujours dans le placard de ma cuisine, car elle vivait pratiquement ici pendant la saison du tournoi des Six Nations. Pourtant, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle appartenait enfin à personne dont le nom avait toujours figuré sur les papiers officiels. J'ai dormi pendant près de 6 heures d'affilée. Cela m'a surprise. Je m'attendais à faire des cauchemars. Au lieu de cela, l'épuisement a gagné. À exactement 7h ce mercredi matin, des coups violents ont fait trembler la porte d'entrée. Ce n'était pas quelqu'un qui toquait, c'était quelqu'un qui martelait. 3 coups sourds, puis un autre. J'ai enfilé mon peignoir et j'ai marché calmement vers l'entrée. Pendant une brève seconde, j'ai supposé que Cyprien avait découvert que ses cartes ne fonctionnaient plus. Peut-être qu'il était rentré en colère. Peut-être qu'il était rentré pour supplier. Peut-être les deux. J'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme se tenaient sur mon perron. Un plus âgé, un plus jeune. Aucun des deux n'avait l'air en colère, mais tous 2 avaient l'air sérieux. J'ai déverrouillé le nouveau pen dormant, en laissant la chaîne de sécurité en place. L'agent le plus âgé a retiré son képi. « Bonjour, madame. »« Bonjour. Êtes-vous madame Soline Delacroix ?»« Oui. » Il a échangé un regard avec son partenaire avant de reprendre la parole. « Madame Delacroix, nous avons reçu une plainte de votre mari. Il a fait une pause et nous devons vous poser quelques questions. » L'officier plus âgé a patienté pendant que je retirais la chaîne de sécurité et ouvrais la porte en grand. « Je suis l'agent Fabre, » a-t-il dit en tendant la main. « Voici l'agent Moreau. » J'ai serré leurs 2 mains. « Souhaitez-vous entrer ?» Nous apprécierions oui. Leurs yeux ont brièvement balayé l'entrée. Ils ont remarqué le pen dormant tout neuf, le couloir impeccable et probablement la légère odeur de sueur laissée par le serrurier. Aucun d'eux n'a fait de commentaire. Je les ai conduits dans le salon où la lumière du matin filtrait par la fenêtre, en baie, se déversant sur le parquet que Cyprien et moi avions vitrifié ensemble près de 15 ans plus tôt. Pendant un instant fugace, je me suis souvenu de lui en train de rire en renversant accidentellement du vernis sur son jean. Le souvenir s'est évanoui, aussi vite qu'il était apparu. L'agent Fabre est resté debout. « Je crains que votre mari n'ait contacté les autorités locales tôt ce matin. Il affirme que vous l'avez enfermé hors du domicile conjugal, bloqué son accès aux finances familiales et pris illégalement le contrôle d'actifs détenus. Conjointement, son ton n'était pas accusateur, il était purement procédural. J'ai croisé les mains calmement. Je vois. L'agent Moreau a étudié mon visage. Vous n'avez pas l'air surprise. Je ne le suis pas. L'agent Fabre a poursuivi. Monsieur Delacroix affirme avoir tenté d'acheter des billets d'avion pour rentrer ce matin, mais que toutes ses cartes de crédit ont été refusées. Il prétend également que vous avez vidé les comptes. Je n'ai rien vidé du tout. Donc, vous avez bien annulé les cartes ? Oui. L'agent Fabre a hoché la tête lentement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Au lieu de répondre immédiatement, j'ai marché vers mon bureau à domicile. J'ai toujours pensé que les conversations importantes méritaient des documents, pas des émotions. À l'intérieur d'un classeur gris se trouvaient des dossiers, soigneusement étiquetés par ordre alphabétique. Maison, assurance, retraite, immobilier, banque. Je suis revenu en portant 3 dossiers et je les ai posés méticuleusement sur la table de la salle à manger. L'agent Moreau a échangé un autre regard avec son partenaire. Je me doutais que vous poseriez des questions
ai-je dit. L'agent Fabre a ouvert le premier dossier. L'acte 2, propriété. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Cette maison, vous appartient. Il a lu la date. Acheté 6 mois avant votre mariage. Exact. Et Monsieur Delacroix n'a jamais été ajouté sur le titre de propriété. Non. L'agent Moreau a lu silencieusement par-dessus son épaule. Aucun des deux agents n'a parlé pendant plusieurs secondes. L'agent Fabre a refermé le dossier. Monsieur Delacroix a décrit ceci comme étant notre maison. C'était notre foyer. J'ai choisi mes mots avec précaution. Légalement, ce n'est pas toujours la même chose. Le deuxième dossier contenait les relevés d'investissement, les assurances vie et les documents de succession. Tout datait d'avant mon mariage. Tout était resté à mon seul nom. L'agent Moreau a fini par prendre la parole. Donc, ces comptes vous appartiennent également. Ce ne sont pas des comptes joints. Non. Qu'en est-il des cartes de crédit? Elles sont rattachées à mes comptes. Cyprien avait une carte en tant qu'utilisateur autorisé. L'agent Fabre s'est légèrement reculé. Donc, les annulés étaient dans mon droit le plus strict. Il a hoché la tête une fois. Je crois que oui. Le silence s'est installé dans la pièce. Dehors, quelqu'un poussait une poussette sur le trottoir. Une tondeuse à gazon a démarré quelque part dans la rue. Les bruits ordinaires d'un mercredi matin. À l'intérieur de ma salle, à manger, 23 ans de mariage était discrètement en train d'être réduit à de paperasse. L'agent Fabre a fermé le dernier dossier. Madame Delacroix, puis-je vous demander ce qui s'est passé? J'ai attrapé mon téléphone. Sans dire un mot, j'ai ouvert le message que Cyprien m'avait envoyé 8 heures plus tôt. Puis, je l'ai tendu de l'autre côté de la table. L'agent Fabre a ajusté ses lunettes de lecture. L'agent Moreau s'est penché. Aucun des deux policiers n'a parlé pendant qu'il lisait. La photographie s'est affichée sur l'écran. Cyprien, Maëlys, le champagne. Bora Bora. Finalement, l'agent Moreau a expiré doucement. Oh! Ils avaient l'air presque gênés. Ils vous ont vraiment envoyé ça à 2 du matin. L'agent Fabre m'a rendu le téléphone. Je comprends pourquoi vous avez changé les serrures. J'ai esquissé un petit sourire. Je m'en doutais. Il a hésité. Monsieur Delacroix a omis de mentionner cette partie. Je n'en doute pas. L'officier plus âgé a de nouveau jeté un œil autour de la pièce. Vous a-t-il déjà menacé? Non. Est-il déjà devenu violent? Non. Alors, pourquoi avoir changé chaque serrure au lieu de simplement lui demander de ne pas rentrer à la maison? J'ai regardé vers la porte d'entrée. Parce qu'il m'avait déjà dit qu'il ne rentrerait pas. L'agent Fabre a hoché la tête. Lentement. C'est de bonne guerre. L'agent Moreau a bougé sur sa chaise. Et l'argent? Il insiste sur le fait que vous avez vidé les comptes. Je n'ai transféré aucun centime d'aucun compte lui appartenant. Vous avez seulement révoqué ses accès? Exactement. Pourriez-vous nous le montrer? Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. L'écran s'est rempli de soldes, de transactions, d'utilisateurs, d'autorisés. L'agent Moreau regardait en silence. Tout était encore là. Rien n'avait disparu. L'agent Fabre a pointé du doigt l'historique des transactions. Pourriez-vous faire défiler vers le bas? Je l'ai fait. Frais d'hôtel, restaurant, shopping de luxe, service de spa, excursion en bateau. Chaque ou dépense avait eu lieu à Bora Bora.
Chaque dépense avait été débitée sur carte secondaire rattachée à mon compte principal. L'agent Moreau a froncé les sourcils. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai continué à faire défiler. Lundi après-midi, lundi soir, mardi matin, mardi après-midi, les débits avaient commencé avant même que Cyprien n'envoie son message dramatique, comme s'il avait supposé que je ne m'en apercevrais jamais. L'agent Fabre s'est frotté le prêt-Jean menton. On dirait qu'ils en profitaient bien. On dirait oui. Puis, quelque chose a attiré mon attention. Un virement, 8 000 €. Bénéficiaire est inconnu. L'horodatage indiquait 3 semaines plus tôt. J'ai froncé les sourcils. C'est étrange. L'agent Fabre a levé les yeux. De quoi s'agit-il? Je ne me souviens pas avoir autorisé cela. J'ai cliqué. Un autre virement apparut. 6 000 €. Puis un autre. 4 500 €. Des dates différentes. Des montants différents. Toujours approuvés électroniquement. Toujours depuis mon compte. Une pression glaciale s'est installée sur ma poitrine. Je suis désolée. Je me suis penchée vers l'écran. Je n'ai jamais vu ça. L'agent Moreau s'est placé à côté de moi. Vous ne les avez pas faits? Non. Mes instincts de comptable ont immédiatement pris le dessus. Ignorer l'émotion. Suivre les chiffres. J'ai filtré les transactions par virements électroniques. L'écran s'est rempli de dizaines d'entrées, certaines petites, d'autres étonnamment importantes. Aucune ne m'était familière. L'agent Fabre observait silencieusement. À quelle fréquence vérifiez-vous cela? Mensuellement. Et vous n'aviez jamais rien remarqué? Je vérifie les relevés. J'ai cliqué sur un autre onglet, mais ceux-ci étaient cachés parmi les remboursements professionnels de routine. J'ai ouvert les détails des bénéficiaires. Plusieurs comptes, des banques différentes, noms différents. Le total grimpait de plus en plus haut à chaque calcul qui traversait mon esprit. 10 000, 20 000, 32 000, près de 40 000 € envolés. Pas en une nuit, sur près de 11 mois. Ma respiration est restée régulière. Des années de comptabilité m'avaient bien entraîné. La panique plus tard. Les preuves, d'abord. L'agent Moreau avait l'air inquiet. Madame Delacroix. Je crois que mon mari me vole depuis des mois. Aucun des deux officiers n'a interrompu. J'ai continué à ouvrir les registres, virement après virement. Certains faisaient référence à des matériaux de construction, d'autres à des frais de conseil. Plusieurs n'avaient aucune explication du tout. L'agent Fabre a finalement parlé. Vous devriez contacter votre banque immédiatement. Je le ferai. Et probablement un avocat. J'en connais une. Son expression s'est adoucie. Pour ce que ça vaut, cela semble bien plus vaste qu'un simple désaccord conjugal. Je suis d'accord. L'agent Fabre a refermé son carnet. Je documente exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. L'agent Moreau a ajouté doucement. Il ne semble pas y avoir de problème pénal concernant les serrures ou les cartes. Je ne pensais pas qu'il y en aurait. L'agent Fabre s'est levé. Si Monsieur Delacroix tente de forcer l'entrée de cette maison, appelez-nous immédiatement, je le ferai. Si quelqu'un vous menace, j'appellerai. Il a jeté un dernier regard autour de la pièce. Je suis désolé que votre matinée ait commencé de cette façon. J'ai souri poliment. Ma matinée a en fait commencé à 2 Sept. Pour la première fois, l'agent Fabre a presque rendu mon sourire.
Après leur départ, j'ai verrouillé la porte d'entrée. Pas par peur, mais parce que les habitudes comptaient. La maison est redevenue silencieuse. Je suis retournée à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai extrait tous les dossiers financiers de l'année précédente. À midi, ma table de salle, manger avait disparu sous des piles de relevés, de déclarations d'impôts, de confirmations de virements et de synthèses de cartes bancaires. Plus je creusais, pire tout devenait. Ce n'était pas une liaison impulsive. Cela avait été planifié, financé, soigneusement dissimulé, et d'une manière ou d'une autre, j'avais équilibré les comptes de tout le monde, tout en ne remarquant pas que quelqu'un avait discrètement réécrit ma propre vie. J'ai attrapé mon téléphone. Un nom m'est immédiatement venu à l'esprit. Hortense Lefebvre, la meilleure avocate en litige financier avec laquelle j'avais jamais travaillé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Maître Lefebvre, c'est Soline Delacroix. Une brève pause. Soline, vous avez une voix différente. J'ai besoin d'un avocat. Une autre pause. Puis sa voix est devenue purement professionnelle. Que s'est-il passé? J'ai fixé le dernier virement non autorisé qui brillait sur mon écran d'ordinateur. Mon mari s'est enfui avec ma meilleure amie et je pense qu'il a être commis une fraude. Il y a eu un silence complet. Puis Hortense a prononcé 8 mots qui ont tout changé. Ne touchez plus à un seul document. Hortense Lefebvre est arrivée chez moi juste après 15 heures cet après-midi-là, ne portant rien d'autre qu'un porte-document en cuir et un bloc-notes juridique. Elle n'a pas perdu de temps en marque de sympathie. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'avais appelée elle, plutôt que n'importe qui d'autre. Elle a posé sa mallette sur ma table de salle à manger, désormais ensevelie sous les relevés bancaires, les reçus, les documents fiscaux et les notes manuscrites. Vous avez déjà fait la moitié de mon travail, a-t-elle dit, en examinant les piles. J'ai passé 20 ans à trouver des erreurs comptables. Elle m'a adressé un léger sourire. Alors aujourd'hui, trouvons quelque chose d'encore plus précieux. La vérité, les preuves. Pendant les 3 heures qui ont suivi, aucune de nous n'a beaucoup parlé. Nous avons travaillé. Hortense examinait chaque virement non autorisé pendant que je remontais la trace de chaque paiement via mon logiciel de comptabilité. Chaque fois que nous trouvions quelque chose d'inhabituel, elle le marquait avec un post-it jaune. Bientôt, la table a ressemblé à une mer de papier jaune. « Regardez ça », a-t-elle fini par dire. Elle a fait glisser 3 relevés vers moi. Au début, ils semblaient sans rapport. Un paiement était allé à un complexe d'appartements de luxe en plein centre-ville. Un autre avait été viré à un concessionnaire de voitures de luxe. Le 3e était étiqueté uniquement comme prestation de conseil. Des dates différentes, des destinataires ou différents, des montants différents. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ai-je demandé. Hortense a retourné les pages. La banque destinataire. J'ai fixé une feuille pendant plusieurs secondes. Chaque paiement se terminait par les 4 mêmes numéros de compte. Donc, elle a hoché la tête. Ils alimentent tous le même compte. J'ai senti mon estomac se serrer. Vous pensez que Cyprien a ouvert un autre compte? Je pense que Cyprien en a ouvert un qu'il ne voulait jamais que vous voyiez. Nous avons demandé des détails de transactions supplémentaires par l'intermédiaire de ma banque. Comme j'étais la titulaire du compte, ils ont accepté de fournir tout ce qui était lié au virement sortant. Pendant que nous attendions, Hortense a posé une autre question. Parlez-moi de Maëlys.
Le nom me semblait étrange maintenant, comme s'il appartenait à quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Vous lui faisiez confiance pour tout. A-t-elle déjà emprunté de l'argent? Non. A-t-elle déjà eu des problèmes financiers? J'ai fait une pause. Pas. Jusqu'à il y a environ 1 an. Hortense a levé les yeux. Que s'est-il passé? Elle a perdu son emploi dans le marketing. Je me souvenais d'avoir réconforté Maëlys autour d'un café. Elle avait pleuré. Elle craignait de perdre son appartement. Elle disait qu'elle n'arrivait plus à dormir. J'avais cru chaque mot. C'est donc à ce moment-là que Cyprien a commencé à l'aider, à demander « Hortense ». Je supposais qu'il était simplement gentil. Hortense a noté quelque chose sur son bloc-notes. Ou alors il planifiait déjà cela. La phrase est restée suspendue dans l'air. Je voulais la rejeter immédiatement. Au lieu de cela, un autre souvenir a fait surface. Maëlys conduisant soudainement un SUV plus récent. Des sacs à main de créateurs dont elle plaisantait en disant les avoir trouvés en solde. Des week-ends qu'elle pouvait étrangement s'offrir malgré son chômage. J'avais accepté chaque explication parce que je faisais confiance à la personne qui me les donnait. La confiance, réalisais-je, avait été mon angle mort. Mon téléphone a vibré. La banque. Le conseiller a envoyé par email les relevés de virements détaillés tout en restant en ligne. J'ai ouvert le fichier. Hortense s'est rapprochée de moi. Il était là. Chaque virement sortant, chaque compte de destination, chaque code ou d'autorisation, et quelque chose qu'aucune de nous n'attendait. Hortense s'est penchée, Soline. Je le vois. L'autorisation n'était pas la mienne. Le système affichait des signatures électroniques, mais l'adresse IP rattachée à chaque approbation provenait du bureau de Cyprien. Pas de notre maison, pas de mon lieu. Travail de son bureau. J'ai cliqué sur un autre enregistrement. Même chose. Un autre. Même résultat. Hortense a lentement fermé l'ordinateur portable. Vient de devenir beaucoup plus sérieux. Vous pensez qu'il a falsifié mon autorisation? Je pense qu'il a intentionnellement créé l'apparence que vous aviez approuvé des virements que vous n'avez jamais vus. J'ai regardé à travers la pièce vers les photographies de famille qui trônaient toujours sur l'étagère. Une photo montrait Cyprien et moi célébrant nos 20 ans de mariage. Une autre incluait Maëlys debout entre nous, riant aux éclats. Nous y avions tous les trois l'air de personnes qui se feraient toujours confiance. Les apparences, pensais-je, pouvaient survivre bien après que la vérité ait disparu. Hortense a brisé le silence. Il y a autre chose. Elle a ouvert l'un des documents justificatifs. Cet appartement en plein centre-ville. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas loué au nom de Cyprien. J'ai froncé les sourcils. Maëlys. Hortense a hoché la tête. Le bail appartient à mademoiselle Maëlys, le roi. Ma poitrine s'est serrée. Donc, je payais son loyer. Il semble que... Oui, nous avons continué à suivre l'argent. Magasin de meubles, paiement, d'assurance, caution pour l'électricité, même des livraisons de courses. Pièce par pièce, une seconde vie a émergé de la paperasse. Pas une liaison spontanée, une fuite soigneusement financée, une fuite qui avait été construite avec mon argent. Je me suis adossée à ma chaise. Je n'arrêtais pas de penser que la liaison était la trahison. Hortense a croisé les mains. Elle ne l'était pas. C'était la couverture. Elle a hoché la tête une fois, exactement. Alors que le soir tombait à l'extérieur, nous avons commandé à emporter. Aucune de nous n'y a touché jusqu'à ce que ce soit froid. Plus nous faisions de découvertes, moins j'avais faim. Vers 19, une autre notification est arrivée. Cette fois, de ma boîte email.
Une alerte de sécurité automatique. Quelqu'un avait tenté de se connecter à mon espace de stockage en ligne depuis Bora Bora. La tentative avait échoué parce que j'avais changé tous les mots de passe la nuit précédente. Hortense a regardé l'écran. Il cherche quelque chose. Mais dossier financier ou vos dossiers fiscaux peut être les deux. Je me suis soudainement souvenu d'autre chose. Ma signature numérique. Hortense m'a regardé vivement. Qu'en est-il? Cyprien a insisté pour que je la numérise il y a des années. Il a dit que ça faciliterait les formalités administratives de l'entreprise chaque fois que je serais en déplacement. Où était-elle stockée? J'ai pointé du doigt un vieux disque dur externe posé dans le tiroir de mon bureau. Hortense n'a pas dit un mot. Elle l'a branché à mon ordinateur. Des dossiers sont apparus. Impôts, assurance, photos, planification, successoral, puis un autre dossier. Entreprise. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai jamais ouvert celui-là. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers PDF, des contrats, des demandes de prêt, des accords fournisseurs. Beaucoup portaient ce qui ressemblait à ma signature électronique, sauf que je n'en avais jamais vu la plupart. Hortense a lu silencieusement pendant plusieurs minutes avant de parler. Soline. Sa voix avait changé. Ce n'est plus seulement une question de dépenses non autorisées. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Je crois que votre mari a utilisé votre signature sur des documents financiers à votre insu. La pièce a soudainement semblé très silencieuse. Dehors, la pluie a commencé à tapoter doucement contre les fenêtres de la cuisine. J'ai fermé les yeux un instant, pas parce que je voulais m'échapper, mais parce que j'avais besoin de prendre une profonde inspiration avant d'affronter ce qui allait suivre. Quand je les ai rouverts, Hortense organisait déjà les preuves dans des dossiers séparés. Fraude, virement non autorisé, fausses autorisations, probables, signature falsifiée. Elle m'a regardé avec la confiance tranquille de quelqu'un qui était entré dans des salles d'audience difficiles depuis 20 ans. À partir de maintenant, a-t-elle dit, vous ne répondez pas aux appels de Cyprien. Je n'en avais pas l'intention. Vous ne répondez pas à Maëlys non plus. Je ne le ferai pas. Si l'un d'eux vient ici, j'appelle la police. Elle a hoché la tête. Et s'il s'excuse, je me suis surprise à sourire. Ils sont invités à s'excuser. Hortense a patienté, mais ils le feront par l'intermédiaire de leurs avocats. Elle a souri pour la première fois de la journée. Bien, elle a rangé les dossiers dans sa mallette, laissant des copies soigneusement empilées sur ma table de salle à manger. Avant d'atteindre la porte d'entrée, elle s'est arrêtée. J'ai un conseil à vous donner. Je vous écoute. Les gens qui pensent être tirés d'affaire commettent presque toujours une dernière erreur. Quel genre d'erreur? Ils reviennent. Je les regardais s'éloigner sous la pluie. La maison était redevenue silencieuse. Pour la première fois depuis la réception du message de Cyprien depuis Bora Bora, je ne me demandais pas s'il allait revenir. Je savais qu'il le ferait. Il n'avait simplement aucune idée que lorsqu'il le ferait, je ne serais pas là à l'attendre avec des larmes. Je l'attendrai avec des preuves. La prédiction d'Hortense s'est réalisée en moins de 48 heures. Le samedi après-midi était inhabituellement chaud pour un début de printemps. J'étais en train de tailler les rosiers le long de l'allée devant la maison lorsqu'un taxi a ralenti avant de s'arrêter devant chez moi. J'ai reconnu Cyprien avant même qu'il ne sorte. L'assurance qu'il affichait sur la photo de Bora Bora avait
disparu. Son polo était froissé. Sa barbe avait repoussé de manière inégale. Et les lunettes de soleil de créateur qu'il portait fièrement sur la plage étaient introuvables. Maëlys est sortie après lui. Elle portait 2 valises surdimensionnées et un sac à main de luxe que j'avais payé à mon insu, même à 10 mètres de distance, je pouvais voir la tension entre eux. Ils ne se parlaient tout pas. Tant pis pour le paradis. J'ai posé silencieusement le sécateur sur le perron et je suis rentrée à l'intérieur avant qu'aucun d'eux n'ait atteint les marches de l'entrée. 3 coups fermes ont résonné dans la maison. Puis la voix de Cyprien. Soline. Je n'ai pas répondu. Un autre coup. Soline, je sais que tu es là. C'est seulement à ce moment-là que j'ai déverrouillé la porte en maintenant l'entrebâilleur de sécurité en place. Cyprien a forcé un sourire. Te voilà. Je l'ai regardé calmement. Que veux-tu? Son sourire a disparu. Mes cartes ne fonctionnent plus. Je sais. Nous avons essayé de te joindre. Je sais. Tu as changé les serrures. Oui. Maëlys s'est avancée. Tu as fait passer ton message. Je l'ai regardé pour la première fois depuis Bora Bora. Non, Maëlys. Pas encore. Elle a croisé les bras. Nous voulons juste entrer et discuter. Tu m'as dit que tu ne reviendrais jamais. Cyprien a soupiré de façon dramatique. Nous avons dit beaucoup de choses. Non, l'ai-je corrigé. Tu as envoyé par texto exactement 3 phrases. Il s'est frotté la nuque. On ne peut pas éviter de faire ça dehors? Non. Le silence s'est prolongé assez longtemps pour qu'une voisine de l'autre côté de la rue jette un coup d'œil vers nous tout en relevant son courrier. Cyprien a baissé la voix. L'hôtel a bloqué notre réservation. Je suis navrée de l'entendre. Nos comptes ne marchent plus. Je sais. Nous vivons dans valise depuis 2 jours. Je sais. Sa patience a craqué. Soline, arrête de dire « Je sais, parce que c'est toi qui as annulé les cartes, Maëlys. A fait un pas de plus. Tu n'en avais pas le droit. Je n'ai pas pu m'empêcher ou de sourire. J'en avais tout à fait le droit. » Elle a ri d'un air sarcastique. Tout ce que possède Cyprien vous appartient à tous les deux. En fait, j'ai légèrement incliné la tête. La banque n'est pas de cet avis. La mâchoire de Cyprien s'est contractée. Nous sommes mariés, nous le sommes. Donc là, la moitié de tout m'appartient. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors ton avocat ne devrait avoir aucun mal à le prouver. Pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé. Maëlys a finalement brisé le silence. Nous avons juste besoin d'assez d'argent pour nous remettre sur pied. J'ai failli rire. Mes économies de retraite n'étaient pas destinées à financer votre lune de miel. Ce n'était pas une lune de miel. Non, tu ne comprends pas. Je comprends exactement ce que tu m'as dit. J'ai mis la main dans le meuble de l'entrée et j'en ai sorti une grande enveloppe Kraft qu'Hortense avait préparée la veille au soir. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Cyprien. Je l'ai fait, glissé par l'ouverture étroite de la porte. Il l'a ouverte. Son visage a lentement perdu ses couleurs. Requête en divorce. Demande de mesures conservatoires. Injonction de gel des avoirs. Hortense avait agi vite, très vite. Tu as déjà lancé la procédure. Oui, tu ne m'as même pas parlé. Tu as annoncé la fin de notre mariage depuis une plage. Maëlys a regardé par-dessus l'épaule de Cyprien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il a dégluti difficilement. Ça veut dire, il a arrêté de lire. Ça veut dire qu'elle gèle tout. J'ai hoché la tête. Chaque compte relié à mon nom. Ses yeux se sont écarquillés. Mon entreprise va faire faillite. Nous utilisions les comptes légalement enregistrés au nom de ta société. Il m'a dévisagé. Tu savais? J'en sais beaucoup plus maintenant qu'il y a 3 jours. Une lueur de panique a traversé son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hortense a été très occupée. Maëlys a soudainement eu l'air nerveuse. Qui est Hortense? Mon avocate. Cyprien a fait un pas rapide vers la porte. Tu as engagé un avocat. J'ai engagé la bonne avocate. Sa respiration a changé. Ce n'était plus de la colère. C'était de la peur. Il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une dispute émotionnelle. C'était en train de devenir une affaire judiciaire. Maëlys lui a attrapé le bras. Prenons juste nos affaires. J'ai fait un signe de tête vers le garage. Elles sont déjà emballées. Tous deux se sont retournés. Les cartons étaient soigneusement empilés sous le porche du garage. Chaque chemise, chaque paire de chaussures, chaque veste, chaque ustensile de cuisine qu'ils avaient acheté ensemble. Rien de cassé, rien de jeté. Simplement emballé avec le même soin que je mettais autrefois pour emballer les cadeaux de Noël. Maëlys a froncé les sourcils. Tu as emballé tout ça? J'avais du temps. Cyprien a marché lentement vers les cartons. Il en a ramassé un étiqueté bureau, un autre étiqueté vêtements divers, un troisième portait la mention photos de famille. Il l'a ouvert. Les photos encadrées étaient individuellement enveloppées dans du papier au journal. Il m'a regardé. Tu as laissé les photos. Elles font aussi partie de tes souvenirs. Pour la première fois depuis son arrivée, la culpabilité est brièvement apparue sur son visage. Elle s'est évanouie presque immédiatement. Soline. Sa voix s'est adoucie. Nous avons fait une erreur. Je n'ai rien dit. Nous pouvons arranger ça. Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu n'avais pas prévu de te faire attraper. Ses épaules se sont affaissées. Maëlys avait l'air irrité. Cyprien. Il l'a ignoré. Je vais y mettre fin. Je l'ai étudié attentivement. Avec Maëlys? Oui. La tête de Maëlys a pivoté brusquement vers lui. Quoi? Il ne l'a pas regardé. Je vais rentrer à la maison. Les mots flottaient dans l'air. Non pas parce qu'ils étaient convaincants, parce qu'ils arrivaient beaucoup trop tard. J'ai secoué lentement la tête. Tu n'es pas parti parce que tu étais perdu. Tu es parti parce que tu croyais que je serais toujours là. Il a ouvert la bouche à nouveau. Avant qu'un autre mot ne puisse en sortir, 2 voitures de police ont tourné dans ma rue. Les gyrophares bleus clignotaient en silence. Maëlys s'éradiait. Cyprien. Je sais. L'agent Fabre est sorti de la première voiture. L'agent Moreau l'a suivi de près. Ils m'ont tous les deux reconnu immédiatement. L'agent Fabre s'est approché calmement. Bonjour. Madame Delacroix. Bonjour. Il a regardé vers Cyprien. Monsieur Delacroix. Cyprien a forcé un sourire. Je ne causais pas de problème. L'agent Fabre est resté impassible. Nous avons reçu un signalement selon lequel quelqu'un tentait de pénétrer dans une résidence après avoir reçu l'ordre de ne pas le faire. Je n'essayais pas de forcer l'entrée. Non. L'officier a hoché la tête. Mais on vous a demandé de partir. Cyprien m'a regardé. C'est toi qui les as appelés? Oui. L'agent Moreau s'est placé à côté des cartons empilés. On dirait que vos affaires ont déjà été préparées.
Maëlys a chuchoté quelque chose dans sa barbe. L'agent Fabre a continué. Monsieur Delacroix, à moins que Madame Delacroix ne vous invite à l'intérieur, vous devez quitter la propriété. Nous sommes toujours mariés. L'agent Fabre a hoché la tête. Et cette propriété est actuellement au seul nom de Madame Delacroix. Cyprien l'a dévisagé. Comment savez-vous ça? Nous avons déjà examiné la documentation. Son visage est devenu complètement livide. L'assurance qu'il avait emportée Bora Bora a finalement disparu. Maëlys regardait l'un et l'autre à tour de rôle. C'est incroyable. Non, et je dis doucement, c'est de la paperasse. L'agent Fabre a attendu que Cyprien charge le dernier carton dans le taxi avant de fermer le coffre. Cyprien s'est tourné vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini. J'ai soutenu son regard sans élever la voix. Je sais, mais la prochaine fois. J'ai jeté un bref coup d'œil vers l'agent Fabre. Viens, avec ton avocat. Le taxi s'est éloigné sans un mot de plus. Je suis resté sur mon perron jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. L'agent Fabre s'est approché avant de retourner à son véhicule. Tout va bien? Pour la première fois depuis des jours, j'ai pris une lente inspiration. Je crois que ça ira. Il a hoché la tête. J'ai l'impression que nous serons amenés à nous revoir. Moi aussi. Alors que les voitures de police s'éloignaient, mon téléphone a vibré. Un nouvel email d'Hortense. L'objet ne contenait que 4 mots. Ils ont officiellement répondu. Audience fixée. J'ai ouvert la pièce jointe. 4 semaines. Dans exactement 4 semaines, tout ce que Cyprien avait essayé de cacher ferait partie du dossier public. Le palais de justice ressemblait exactement à ce dont je me souvenais des années plus tôt, lorsque j'avais témoigné dans un banal litige commercial pour le compte de mon entreprise. De la pierre grise, des portiques de sécurité, conversations à voix basse, des gens qui faisaient semblant de ne pas être nerveux. Cette fois, je n'étais pas là en tant qu'experte comptable examinant les erreurs de quelqu'un d'autre. J'étais là parce que mon mari avait passé près d'1 an à me voler tout en convainquant le monde entier qu'il était la victime. Hortense m'a retrouvée devant la salle d'audience, portant 2 classeurs de plaidoirie parfaitement organisés. Chaque document comportait des onglets à code, couleur. « Vous avez l'air calme », a-t-elle dit. « Je le suis. » « Bien. » Elle m'a tendu une bouteille d'eau. « Ne donnez pas d'informations spontanées. Répondez uniquement à ce qu'on vous demande. Laissez les documents parler d'eux-mêmes. C'était devenu notre stratégie. Les faits au-dessus de l'émotion, les preuves au-dessus de l'indignation. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, Cyprien était déjà assis à côté de son avocat. Il portait un costume bleu marine que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Maëlys était assise un rang derrière lui. Elle évitait de me regarder. Pour la première fois depuis Bora Bora, elle avait l'air épuisée. Des cernes sombres marquaient ses yeux. Quel que soit le fantasme qu'il s'était imaginé, il s'était de toute évidence effondré bien avant aujourd'hui. Cyprien avait l'air confiant, trop confiant. Son avocat, Maître Thibault, s'est levé et a salué Hortense d'une poignée de main polie. « Bonjour, consoeur. Bonjour, confrère. J'ai entendu dire que vous aviez monté un sacré dossier. » Hortense a souri faiblement. J'ai simplement organisé la vérité. L'huissier a réclamé le silence dans la salle. Le juge Bérénice Montagnier est entré,
une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à l'expression qui décourageait les longs discours inutiles. Tout le monde s'est levé, puis nous nous sommes assis. Maître Thibault a parlé en premier. Madame ou la juge, cette affaire concerne fondamentalement un mariage qui s'est mal terminé. Mon client a pris de mauvaises décisions personnelles, mais Madame Delacroix a réagi en le détruisant financièrement. Elle a gelé ses avoirs, lui a refusé l'accès aux ressources conjugales et a agi par vengeance plutôt que par nécessité. Il parlait de manière fluide, avec assurance. Si je n'avais pas vécu ce dernier mois, j'aurais pu le croire. Quand il a terminé, la juge s'est tournée vers Hortense. Maître Lefebvre, Hortense s'est levée. Cette affaire ne concerne pas un mariage brisé. Elle a fait une pause délibérée. Elle concerne une tromperie financière. Elle a placé le premier classeur devant la juge. Ma cliente n'a pas soustrait les biens de Monsieur Delacroix. Elle a ouvert le classeur. Elle a protégé les biens qui lui appartenaient légalement après avoir découvert qu'ils avaient été utilisés à son insu. La juge Montagnier a hoché la tête. Poursuivez. Hortense a projeté la première pièce à conviction sur l'écran du tribunal. La photographie de Bora. Puis le message texte de Cyprien. Je me suis enfui avec ta meilleure amie. Nous ne reviendrons jamais. Personne n'a parlé. Hortense a de nouveau cliqué. Les relevés de cartes bancaires sont apparus. Frais d'hôtel, restaurant, shopping, de luxe, excursions privées. Chaque débit surligné. Chacun rattaché à mon compte. Elle n'a rien dramatisé. Elle a simplement lu les dates et les montants. Le silence devenait plus lourd à chaque diapositive. Ensuite, ce fut le tour des virements bancaires, l'un après l'autre. Paiement. Du loyer de l'appartement, acompte pour des véhicules, primes d'assurance, aux achats de meubles. Maëlys a lentement baissé la tête. Hortense a continué. Ces virements provenaient de comptes appartenant exclusivement à Madame Delacroix. Elle a affiché les registres d'autorisation. Les approbations semblent porter la signature électronique de Madame Delacroix. Un autre clic. Les adresses IP. Chaque autorisation provenait du bureau de Monsieur Delacroix, pas de mon domicile, pas de mon lieu de travail, de son bureau. La juge Montagnier s'est penchée en avant. Maître Thibault, l'avocat a ajusté ses lunettes. Mon client reconnaît avoir effectué ces virements. Hortense l'a interrompu doucement. Avec permission, Thibault a hésité. Nous soutenons qu'il y avait un consentement conjugal implicite. Hortense s'est dirigée vers la table des pièces à conviction. J'aimerais appeler Monsieur Delacroix à la barre. Cyprien s'est avancé vers la barre des témoins. Il avait l'air calme. Hortense s'est approchée lentement. Monsieur Delacroix, votre épouse connaissait-elle l'existence de l'appartement loué au nom de mademoiselle Maëlys Leroy? Non. Vous a-t-elle autorisé à payer ce bail? Non. Savait-elle que vous utilisiez son compte pour le faire? Non. La salle d'audience est restée silencieuse. Hortense n'a pas élevé la voix. Entreteniez-vous une relation avec mademoiselle Leroy à cette époque? Cyprien a dégluti. Oui. Et vous avez utilisé l'argent de votre femme pour financer cette relation? Il a hésité. Oui. Un murmure discret s'est propagé dans le public. Hortense a attendu que la salle se calme. Monsieur Delacroix, votre femme a-t-elle un jour autorisé ces virements par écrit? Non. Verbalement? Non. Avez-vous dit à la banque qu'elle les avait approuvés? Il a regardé vers son avocat.
La juge Montagnier a répondu à sa place. Vous allez répondre à la question. Oui. Hortense a hoché la tête une fois. Je n'ai plus de questions. La juge s'est tournée vers maître Thibault. Contre-interrogatoire? Il s'est levé mais avait l'air nettement moins sûr de lui. Aucune question. Maëlys a été appelée ensuite. Elle a marché jusqu'à la barre sans me regarder. Hortense lui a parlé avec douceur. Mademoiselle Leroy, saviez-vous d'où venait l'argent? Les doigts de Maëlys se sont resserrés autour de la rampe. Au début, elle s'est arrêtée. Au début, Cyprien m'a dit qu'il partageait tout. Et par la suite, j'ai découvert que c'était celui de Soline. Quand elle a fermé brièvement les yeux, environ 3 mois avant Bora Bora, Hortense a fait une pause. Pourtant, vous avez continué à accepter les paiements. Maëlys a chuchoté. Oui. Cyprien s'est retourné brusquement vers elle. Tu avais dit qu'on ne parlerait pas de ça. La juge Montagnier est immédiatement intervenue. Monsieur Delacroix, vous allez garder le silence? Maëlys a continué. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il comptait le dire à Soline, et il n'arrêtait pas de dire qu'il en resterait bien assez et qu'elle ne le remarquerait jamais. Pour la première fois de la matinée, Cyprien a eu l'air sincèrement effrayé. Hortense a présenté une dernière pièce, le dossier récupéré dans les emails. L'intérieur se trouvaient les contrats contenant ma signature électronique. Hortense s'est adressée à la juge. Un expert en écriture et documents numériques a examiné ces fichiers. Elle a remis le rapport. La signature électronique a été copiée à partir d'un document fiscal précédemment autorisé, réutilisé à l'insu de Madame Delacroix. La juge Montagnier a passé plusieurs minutes à lire. Personne n'a parlé. Le seul bruit dans la salle était celui de page que l'on tournait. Finalement, elle a regardé directement Cyprien. Monsieur Delacroix. Il s'est lentement levé. Ce tribunal a été initialement saisi pour résoudre un litige sur les biens matrimoniaux. Elle a posé le rapport sur son bureau. Ce que je vois maintenant, ce sont des preuves suggérant une possible fraude financière et une usurpation de l'identité d'autrui. La pièce est devenue d'un calme absolu. La juge Montagnier a poursuivi. Les questions civiles soumises à ce tribunal sont simples. Elle a regardé dans ma direction. La résidence demeure la propriété exclusive de Madame Delacroix. Elle s'est tournée vers Cyprien. Les comptes litigieux appartiennent à Madame Delacroix. Une autre pause. Les virements non autorisés semblent incontestés. Elle a signé plusieurs pages. Le tribunal ordonne le remboursement immédiat des fonds matrimoniaux récupérables, confirme l'injonction financière temporaire et accorde à Madame Delacroix la jouissance exclusive du domicile dans l'attente du prononcé définitif du divorce. Les épaules de Cyprien se sont affaissées, mais la juge n'avait pas terminé. Elle a soulevé à nouveau le rapport de l'expert. Ce tribunal transmet ses conclusions supplémentaires au procureur de la République pour les suites au pénal approprié. Maître Thibault a brièvement fermé les yeux. Il savait exactement ce que cela signifiait. Hortense a discrètement serré mon bras sous la table des avocats, non pas pour célébrer, mais pour me rassurer. À la fin de l'audience, Cyprien m'a enfin regardé. Pendant des semaines, j'avais imaginé ce moment. Je m'attendais à de la colère, peut-être à des regrets. Au lieu de cela, j'ai vu de la confusion, comme s'il ne comprenait sincèrement pas comment tout avait pu s'effondrer aussi complètement. La réponse n'avait jamais été compliquée. Ce n'était pas Bora Bora.
Ce n'était pas Maëlys. Ce n'était même pas la liaison. C'était le moment où il s'était convaincu que la vérité resterait enterrée à jamais. Alors que l'huissier annonçait la levée de l'audience, Hortense a rassemblé nos classeurs. À l'extérieur de la salle, elle s'est autorisé un petit sourire. Le plus dur est fait. J'ai regardé à travers les portes du tribunal alors que Cyprien restait assis à côté de son avocat. Non, ai-je dit doucement. Pour lui, ça ne fait que commencer. 3 mois après l'audience, la maison semblait plus calme qu'elle ne l'avait jamais été. Pas vide, calme. Il y a une différence. Le vide, c'est ce que j'ai ressenti dans les premiers jours qui ont suivi le départ de Cyprien, quand je m'attendais encore à entendre ses clés atterrir dans le vide-poche de l'entrée, où le rire de Maëlys flottait depuis la cuisine comme si elle avait toujours sa place ici. Le calme est venu plus tard, après que le choc se soit estompé et que la maison ait cessé d'attendre des gens qui ne méritaient plus d'y entrer. En juin, j'avais changé plus que les serrures. J'avais changé les rideaux de la chambre. J'avais fait don du fauteuil inclinable surdimensionné que Cyprien revendiquait comme son trône dans le salon. J'avais retiré chaque photographie qui me faisait me sentir comme une idiote pour avoir fait confiance à ce qui se tenait à mes côtés. Puis, lentement, j'en ai affiché de nouvelles. Une photo de ma sœur et moi au bassin d'Arcachon, toutes les deux décoiffées par le vent et riant. Une aquarelle encadrée provenant d'un marché d'art local. Une photo de ma mère me tenant dans ses bras quand j'avais 5 ans. Rien de spectaculaire, rien de cher, juste la preuve que ma vie avait existé avant Cyprien Delacroix et continuerait après lui. Le divorce a été finalisé un mardi après-midi dans une petite salle de réunion qui sentait légèrement le café filtre et l'encre d'imprimante. Cyprien était assis en face de moi avec son avocat, plus maigre que dans mes souvenirs, son costume tombant différemment sur ses épaules. Maëlys n'était pas là. Elle, on l'avait quitté peu de temps après que le renvoi au pénal pour fraude soit devenu réalité. D'après Hortense, elle coopérait avec les enquêteurs en échange de sa propre protection. Je n'ai pas demandé de détails. Il y a des choses qu'on cesse de vouloir savoir parce que les connaître ne vous apportera pas la paix. L'accord final était simple. La maison restait la mienne. Mes comptes de retraite restaient les miens. Cyprien a été condamné à rembourser une part substantielle de ce qu'il avait pris par la vente des actifs de son entreprise et par des versements échelonnés sous contrôle judiciaire. Son entreprise de bâtiment, déjà instable, s'est effondrée sous le poids des saisies, des fournisseurs impayés et de l'enquête. Je n'ai pas souri quand Hortense me l'a expliqué. Je n'ai pas célébré quand le juge a signé l'ordonnance finale. J'ai simplement respiré. Pendant 23 ans, j'avais pensé que le mariage signifiait porter les fardeaux lourds ensemble. Ce que je n'avais pas compris, c'est que Cyprien m'avait lentement remis chacun de ses fardeaux et avait appelé ça partenariat. Après la signature des papiers, il m'a suivi dans le couloir du palais de justice, Soline. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée immédiatement. Hortense est restée à mes côtés. Cyprien l'a regardée. Est-ce que je peux parler à ma femme en privé ? Ex-femme a corrigé Hortense. Le mot n'est tombé net. Ex-femme, pas partenaire. Pas la femme qui attend à la maison pendant qu'il construit une seconde vie avec son argent. J'ai fini par lui faire face. Tu peux parler ici. Sa bouche s'est contractée.
Mais il a hoché la tête. Je sais que tu me détestes. Non? Cela l'a surpris. Peut être que ça m'a surprise aussi. La haine exigeait un genre de proximité que je ne ressentais plus. Il a baissé les yeux sur ses mains. J'ai tout ruiné. Oui, j'ai été stupide. Non, ai-je dit en gardant une voix calme. Être stupide, c'est oublier un anniversaire de mariage. Être stupide, c'est acheter la mauvaise couleur de peinture. Ce que tu as fait était délibéré. Il a tressailli. Pendant un instant, l'homme devant moi ressemblait moins à un méchant qu'à quelqu'un qui avait enfin atteint la limite de ses propres excuses. Je ne sais pas comment je suis devenu cette personne, a-t-il dit. Je l'ai cru. Pas parce qu'il était innocent, parce que certaines personnes détruisent leur vie une petite justification à la fois et ne se reconnaissent que lorsque les dégâts sont trop importants pour être dissimulés. J'espère que tu trouveras la réponse, ai-je dit. Il a levé les yeux. Crois-tu que tu pourras un jour me pardonner? J'ai repensé au message de Bora Bora, au collier de Maëlie, aux virements bancaires, aux signatures falsifiées, à la police sur mon perron, au tribunal. Puis j'ai pensé à la maison silencieuse qui m'attendait, avec la lumière du soleil filtrant à travers de nouveaux rideaux que j'avais choisis moi-même. J'ai déjà arrêté de te laisser vivre dans ma tête, ai-je dit. C'est tout ce que je peux t'offrir. Ses yeux ont rougi. Je ne suis pas restée pour regarder les larmes couler. À l'extérieur, l'après-midi était chaud et lumineux. Hortense m'a accompagnée jusqu'à ma voiture sans parler. Juste avant que j'ouvre, la portière, elle m'a tendu la dernière copie signée du jugement. « Vous êtes libre », a-t-elle dit. J'ai regardé les papiers, puis les marches du palais de justice, puis le ciel. « Non », ai-je répondu doucement, « je suis en sécurité. » Cet été, là j'ai appris à quel point beaucoup de choses ordinaires peuvent sembler extraordinaires quand personne ne vous arrache des morceaux de vous-même. En secret, j'ai acheté des pêches au marché de producteurs sans vérifier si Cyprien avait fait un autre retrait inexpliqué. J'ai dormi toute la nuit sans me réveiller pour vérifier les alertes bancaires. J'ai invité ma sœur Ophélie à dîner et j'ai cuisiné du saumon de la façon dont Cyprien avait toujours prétendu. Voir horreur. Nous l'avons mangé sur la terrasse avec du vin blanc bon marché et les pieds nus posés sur la chaise d'en face. Tu as l'air différente, a dit Ophélie. Je suis différente. En mieux. J'ai regardé un rouge-gorge sautiller le long de la clôture. En plus honnête, c'était la réponse la plus vraie que « Ja weiß ». J'ai rejoint un programme associatif d'éducation financière le week-end pour les femmes qui se reconstruisent après un divorce. Au début, je me suis portée volontaire uniquement parce qu'Hortense m'avait suggéré que ça pourrait aider de quelqu'un. Puis, un samedi matin, une femme de mon âge est restée après le cours, serrant un dossier contre sa poitrine. « C'est mon mari qui s'occupe de tout », a-t-elle chuchoté. Je connaissais ce murmure. Je connaissais la honte qu'il renfermait. J'ai tiré une chaise et je me suis assise avec elle pendant près d'1 heure. Nous n'avons pas réparé toute sa vie ce jour-là, mais nous avons ouvert son premier relevé bancaire ensemble. Parfois, la liberté commence par un mot de passe que vous seul connaissez. En août, une enveloppe est arrivée du tribunal confirmant que le premier remboursement de Cyprien avait été traité. Le montant était inférieur à ce qu'il devait, mais il était réel. J'ai posé le chèque sur mon bureau
et je les fixe pendant un long moment. Puis je les déposai sur un nouveau compte intitulé « Fonds pour le jardin ». En septembre, le jardin avait complètement changé. Des jardinières surélevées, de la lavande, des tomates, un petit chemin de pierre menant à un banc en bois sous le platane. J'ai engagé un menuisier local pour construire le banc, et quand il m'a demandé quelle inscription je voulais voir, gravée sur le dossier, j'ai réfléchi pendant plusieurs jours. À la fin, j'ai choisi 6 mots. Elle s'est choisie et est restée. La première fois que je me suis assise là, seule, j'ai pleuré. Pas bruyamment, pas douloureusement, juste assez pour honorer la femme qui avait répondu à un message cruel par 2 mots calmes et qui avait ensuite sauvé sa propre vie, une décision à la fois. Tard d'un soir, alors que l'air se rafraîchissait et que les premières feuilles commençaient à roussir, mon téléphone a vibré sur la table de la terrasse. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai ouvert le message. C'était Cyprien. On peut parler? Pas d'excuses, pas d'explications, juste une autre requête. Une autre porte qu'il s'attendait à ce que je lui ouvre parce que j'en avais ouvert tellement d'autres auparavant. J'ai fixé l'écran. Pendant un long, court instant, je me suis souvenu d'avoir 22 ans et de croire que l'amour signifiait de ne jamais abandonner. Puis j'ai pensé au fait d'avoir 45 ans et de comprendre quelque chose de bien plus important. L'amour sans respect devient une dette que l'on paie pour toujours. J'ai supprimé le message. Puis j'ai bloqué le numéro. Le ciel au-dessus de mon jardin s'était adouci en un bleu profond. Quelque part, tout près, le vent soufflait dans les feuilles du platane. Ma maison brillait, derrière moi, chaleureuse et inébranlable. Chaque serrure changée, chaque pièce reconquise. Cyprien avait pensé me laisser sans rien. Il n'a jamais compris que ce qu'il a emporté avec lui, c'était la vie dont je ne voulais plus, et que ce qu'il a laissé derrière lui était à moi, ma maison, mon argent, ma paix, mon... Non, si cette histoire a touché quelque chose en vous, peut être parce que vous avez été trahi, utilisé, ou qu'on vous a fait vous sentir coupable de vous être protégé. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Recommencer à zéro n'est pas un échec. Parfois, c'est la première chose honnête que vous ayez faite pour vous-même depuis des années. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Et faites-moi savoir si vous avez déjà eu à vous choisir vous-même après que quelqu'un ait pris votre gentillesse pour de la faiblesse. Votre histoire compte plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez d'autres histoires de force, de dignité et de seconde chance, abonnez-vous et restez avec nous. Nous avons encore bien d'autres parcours à partager et je serais honorée de vous avoir parmi nous pour le prochain.